Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, nous attaquons la deuxième semaine puisque ces semaines se déroulent du 10 au 21 octobre. Avant peut-être que nous rentrions dans le vif du sujet, je vous propose que l'on fasse un petit point sur les règles et les consignes. Donc, je vois que petit à petit, les gens se connectent par le chat et nous disent bonjour. Donc, bonjour, bienvenue. Vous avez juste à côté, justement, du bouton de chat, un onglet qu'on appelle questions. Et comme vous pouvez le constater, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Mais par contre, nous avons la possibilité d'échanger par chat, en tout cas par écrit avec vous. Et pour pouvoir poser vos questions, on vous propose d'utiliser l'onglet questions, parce que vous allez voir que vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent le plus, et ça permet de faire en fait remonter les questions qui vous intéressent le plus. Voilà, donc utilisez bien cet onglet, sachant que nous ferons des pauses régulières dans le cadre de ce webinaire pour pouvoir justement répondre aux questions que vous pourriez avoir. Alors, semaine de l'évolution professionnelle, 3e édition, donc qui se tiennent du lundi 10 octobre au vendredi 21 octobre, qui sont co-organisées par l'ensemble des partenaires que vous avez là sur l'écran, donc l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique. La plupart d'entre nous sommes donc des opérateurs du conseil en évolution professionnelle dont nous allons aussi vous parler ce matin. Nous sommes plutôt destinés aux salariés du privé et aux indépendants. Il y a donc énormément de dispositifs qui vont être consacrés à ce public, mais ces semaines de l'évolution sont quand même accessibles à toutes les personnes qui le souhaitent. Donc c'est un événement qui est 100% digital, qui est gratuit et qui permet de pouvoir échanger ou en tout cas vous présenter un certain nombre de thématiques autour des questions de l'évolution professionnelle avec plus de 100 webinaires en fait qui sont disponibles et qui seront aussi disponibles en replay. Donc, je suis moi-même Carole de Lampugnani, je suis manager régional du conseil en évolution professionnelle pour la région PACA. Ne vous inquiétez pas, le webinaire est destiné à toutes les régions et les dispositifs dont on va vous parler, le conseil en évolution professionnelle dont on va vous parler concerne toutes les régions. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Cécile Torgue, à qui je vais laisser la parole pour qu'elle se présente et notamment pour qu'elle anime ce webinaire. Merci. Cécile, c'est à toi. Merci beaucoup, Carole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Cécile Torgue, conseillère en évolution professionnelle, salariée de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, qui fait partie des 8 opérateurs lancés dans l'aventure CEP depuis le tout début, depuis janvier 2020. 8 opérateurs alignés derrière notre porteur du projet CEP en PACA, le CIBC Alpes-Provence. Voilà. J'ai la tâche ardue aujourd'hui de partager avec vous un webinaire passionnant qui s'intitule « Développer les compétences de mes salariés ». Alors, je vais tâcher d'être synthétique, mais c'est tout un programme parce que effectivement, développer les compétences des salariés en entreprise, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui, étant donné le contexte économique dans lequel nous évoluons. Mais même si j'ai envie d'être synthétique, je ne pourrais pas faire l'économie de ne pas évoquer le séisme ou la lame de fond qui s'est produit en 2018, avec notamment la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Loi de 2018 dont les premières mesures se sont appliquées dès janvier 2019. Pourquoi une lame de fond ? Parce que cette loi, pour la première fois en France, a institué l'autonomie totale du salarié dans le choix de son futur parcours de formation. Qu'est-ce que j'entends par autonomie totale ? Non seulement la possibilité de décider de choisir les formations que le salarié souhaite, mais encore de les financer lui-même.
Et une autre avancée majeure de cette loi a été notamment la création d'un organisme spécifique, à savoir le Conseil en évolution professionnelle, créé justement pour aider les salariés à assumer au mieux leur autonomie, les guider dans leur démarche. Outre cet axe majeur qui a été donc le CPF, pour le nommer, on en parlera longuement par la suite, du compte personnel de formation du salarié et du CEP également. Outre cet axe majeur, la loi a bien sûr porté sur différents autres aspects, et bien sûr les entreprises et le développement de l'apprentissage n'a pas été oublié. L'orientation des jeunes aussi a été prise en compte. L'apprentissage, donc, comme je le disais, on a vu aussi la naissance du dispositif démissionnaire qu'on abordera peut-être hyper rapidement aujourd'hui parce que le programme est chargé. Mais aussi l'égalité homme-femme en entreprise a été lourdement réfléchie. Les personnes en situation de handicap qui se sont vues encore accroître les facilités d'accès à la formation, etc., etc. Donc, on observe, alors je vais attirer votre attention, suite à cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, on a observé une forme de glissement sémantique. On parle, depuis la loi, on parle moins de formation que de développement des compétences. Un petit focus, qu'est-ce que la compétence? Un rappel pour tout le monde, c'est l'ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être d'une personne en situation de travail. La compétence, elle n'est observable qu'en situation de travail, c'est une donnée dynamique. Et pourquoi ce changement de vocabulaire? Pourquoi ce glissement? C'est tout l'enjeu de la compétence et c'est toute la raison de pourquoi développer les compétences de ses salariés. Pour l'entreprise, notamment, les enjeux du développement de la compétence pour l'entreprise, c'est que la compétence est le premier levier de compétitivité et de performance. Développer pour l'entreprise les compétences de ses salariés, ça va être aussi lui permettre d'adapter son appareil productif aux aléas économiques de son marché. Donc la nécessité de s'ajuster aux exigences de son marché, dont les formations obligatoires notamment. Et enfin, une troisième bonne raison pour l'entreprise de développer les compétences de ses salariés, c'est ni plus ni moins solliciter la fidélisation, l'engagement de la personne et prendre soin de sa motivation au mieux sur son poste de travail. Voilà, donc c'est le développement des compétences des salariés en entreprise, prend tout son sens et est formalisé de manière annuelle par le plan de développement des compétences. Des enjeux pour l'entreprise, mais également des enjeux importants pour le salarié qui, grâce au développement de ses compétences, peut accéder à un emploi, changer d'emploi, ajuster ses compétences à son poste de travail, mais aussi évoluer en interne au sein de l'entreprise et éventuellement lui permettre de se reconvertir. On notera donc des intérêts que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a voulu faire converger. Et là encore, une première en France, cette loi prévoit un espace-temps où la concertation, l'échange, la co-construction est possible entre un manager et son salarié, de manière à établir ensemble, trouver un accord dans le cadre de négociations pour mettre en place un plan de développement des compétences du salarié qui convienne aux deux parties. Cet espace-temps, la loi l'a nommé l'entretien professionnel. On va le voir maintenant. Et un petit arrêt sur le conseil en évolution professionnelle. Par exemple, je suis régulièrement sollicitée, et mes collègues le sont comme moi, nous sommes régulièrement sollicités par des salariés qui sont sur recommandation de leur manager eux-mêmes, qui viennent nous voir
pour s'informer sur les formations qui pourraient leur convenir par la suite, qui pourraient convenir également à l'entreprise. Et à ce moment-là, on déploie tout notre conseil, on les sensibilise aux critères de choix objectifs d'une formation, on revient sur les modalités du CPF, etc., etc. Hein. Donc, l'entretien professionnel, c'est encore une fois un espace-temps important. C'est une obligation légale, bien sûr. Hein, ça doit être communiqué au niveau de l'entreprise, au niveau de tous les acteurs de la formation. Et notamment, l'entretien professionnel est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Comme je le disais, au cours de cet entretien, c'est le moment de faire un point, d'échanger ensemble. Et c'est l'occasion pour le manager de mettre en avant les prévisions, les compétences qui vont être recherchées dans un avenir à court terme, moyen terme, et essayer d'inviter le salarié à participer à ce développement des compétences. Voilà pour l'entretien professionnel. Alors, on va maintenant, je vais vous amener, on va voyager ensemble un petit peu à travers tous les dispositifs mobilisables depuis la loi, depuis 2018. Et il y en a un certain nombre. On va les identifier en 3 axes principaux. Les premiers dispositifs mobilisables, c'est ceux donc, qui sont à l'initiative de l'employeur. Dans un deuxième temps, on verra ceux qui demandent une convergence d'intérêts, qui relèvent d'un accord commun. Et enfin, une troisième catégorie, les dispositifs de formation mobilisables à l'initiative du salarié. Je vais vous tromper, je vais vous bluffer un petit peu, on va procéder dans le désordre. Carole, tu m'arrêtes quand tu veux, s'il y a des questions, s'il y a un moment donné, voilà, on se sollicite, on fera un arrêt, comme on se le disait tout à l'heure. Alors, on continue dans le désordre. On va commencer par the dispositif, mesure majeure de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le compte personnel de formation, le CPF, le fameux, qui cause beaucoup de soucis actuellement au gouvernement en raison de petits malins qui cherchent à en profiter. Alors, ce compte personnel de formation s'alimente sur le premier semestre de l'année, chaque année, pour peu que l'année précédente ait été travaillée de manière continue, de 500 € par an pour la majorité des salariés travaillant au moins à mi-temps. Ces 500 € seront cumulables chaque année jusqu'à ce qu'ils atteignent un plafond maximal de 5 000 €. Au-delà de ces 5 000 €, il n'y aura plus de cumul. Ça veut dire à quel point la loi a été pensée pour vraiment inciter le salarié à se former et à engager, consommer, utiliser plutôt. Non, le verbe consommer, c'est pas très élégant, mais plutôt utiliser son CPF afin de se former pour la suite. On notera également un fait important, une majoration de 300 € du CPF, qui le monte donc à 800 € pour un plafond total limite de 8 000 € pour toutes les personnes bénéficiaires de l'obligation de l'emploi et pour les salariés non qualifiés, non titulaires d'un diplôme. Encore une fois, nous, les CEP, nous sommes régulièrement aussi sollicités sur l'usage de ce compte personnel de formation. Et encore une fois, on intervient, on est force de conseil dans tout ce qui est choix des formations. On étudie divers scénarios qui pourraient convenir aux salariés dans un avenir proche. On n'a pas terminé avec le compte personnel de formation et j'aimerais m'arrêter avec vous un petit moment sur toutes les formations qui sont prises en charge par le CPF. Alors, il y a bien évidemment les formations avec le CPF, on peut financer des formations certifiantes et qualifiantes, et notamment les formations qui sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ou du répertoire spécifique.
Ces formations sont officielles, elles sont reconnues par France Compétences et elles sont légitimes et sont toutes enregistrées de manière générale sur mon compte personnel.gouv.fr, le fameux site internet sur lequel il faut se rendre pour mobiliser son CPF. Un fait, je vais passer au rond jaune à côté, je vais m'attarder, je vais rappeler un petit peu l'esprit de la loi, à savoir permettre aux salariés de financer ses propres formations. Et une avancée majeure de la loi a été de séquencer ces formations diplômantes, toutes structurées en modules à la base, module 1, module 2, module 3. Ces 3 modules ajoutés conduisent à la validation d'une certification totale. Et aujourd'hui, grâce à son CPF, peut-être qu'un salarié ne pourra pas se financer intégralement un diplôme, mais il pourra procéder à une individualisation de sa formation en identifiant, par exemple, un bloc de compétences. Un module, on appelait ça module il y a encore quelque temps, mais un bloc de compétences qui lui ira parfaitement, qui viendra combler un écart clairement identifié. C'est un travail qu'il aura fait au préalable avec nous. On aura fait un état des lieux sur les compétences transférables, les compétences restantes à acquérir pour l'évolution du salarié en interne. Et en analysant les contenus d'une formation, en travaillant dessus, en fait, on se rend compte que le salarié a tout intérêt et peut se financer un bloc de compétences d'une formation et que l'intégralité du diplôme sera intéressante, mais pour plus tard. Il pourra continuer son financement en toute autonomie s'il le souhaite. Voilà un petit peu l'esprit du bloc de compétences et ces formations certifiantes, diplômantes qui ont été scindées. La deuxième action, je vais passer de la gauche à la droite, je passe au rond rouge, qu'on trouve sur mon compte formation.gouv.fr et qu'il est facilement finançable avec son CPF, ce sont les bilans de compétences. On en parlera plus tard, des bilans de compétences, on fera, j'essaierai de vous faire comprendre la différence notamment entre on est souvent confondu avec le CEP et je vous expliquerai clairement de quoi il retourne. Une quatrième action finançable avec le CPF et qu'on retrouve toujours sur mon compte formation.gouv.fr, c'est CLEA. CLEA, action importante qui vient reconnaître les savoirs de base des salariés, par exemple non diplômés, non certifiés en entreprise, et qui attestent d'un niveau éclairé. C'est pour tous les autodidactes qui, à un moment donné, se retrouvent compétents ou opérationnels dans l'entreprise et qui n'ont pas de diplôme. CLEA est là pour mettre en lumière tout leur savoir de base et leur donner une garantie pour la suite de leur évolution professionnelle. On trouve aussi dans les actions éligibles au CPF la création ou la reprise d'entreprise, tous les accompagnements, qu'il s'agisse d'accompagnements ponctuels le soir, dans la journée, une forme de coaching, ou qu'il s'agisse de formations clairement attestantes. Le sixième rond, ce sont toutes les formations liées à des missions de bénévolat. On aura l'occasion d'en parler plus tard du bénévolat à travers le CEC, le compte engagement citoyen. Ça va venir rapidement. Je vais vous laisser mariner un petit peu encore. On peut financer une autre grande avancée sur mon compte formation.gouv.fr. On peut financer via le CPF les permis B, et oui, les permis de voiture, code inclus, ainsi que les permis C concernant les poids lourds. Et enfin, il est également possible de financer avec le CPF les accompagnements, par exemple, à la validation des acquis de l'expérience, la VAE, mieux connue sous ce nom-là. Je poursuis avec le CPF. Ce CPF, il a été conçu, imaginé par la loi, de manière à mobiliser un maximum d'acteurs possibles. C'est
Le CPF, c'est un compte qui se veut actif et divers abondements sont possibles. Je vais commencer, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais commencer par l'abonnement du compte professionnel de prévention. Qu'est-ce que c'est que le CPP ou le C2P dans notre jargon? Le compte professionnel de prévention, eh bien, ce sont tous les salariés qui, à travers leurs conditions de travail, leurs conventions collectives, bénéficient de ce qu'on appelle de points de pénibilité. Ces points de pénibilité, à un moment donné, sont comptabilisés et sachez qu'ils pourront être utilisés pour alimenter le CPF, par exemple, si le salarié souhaite effectuer une formation et qu'il lui manque, par exemple, des fonds, à condition toutefois que la formation qu'il souhaite effectuer le conduise à un métier, s'il s'agit d'une reconversion, moins pénible que celui qu'il effectuait auparavant. Voilà pour un premier cas d'abondement possible. Il existe aussi les abondements possibles par les employeurs ou les OPCO. Le premier cas de figure, l'employeur, en un clic, de par son interface personnelle qu'il aura créée sur mon compte formation.gouv.fr, peut abonder le compte personnel du salarié en un clic, c'est-à-dire verser une somme bien identifiée pour, par exemple, à l'issue de négociations qui ont eu lieu lors de l'entretien professionnel, et permettre ainsi aux salariés de bénéficier d'un fonds supérieur et de se financer l'action de formation identifiée. Les abondements correctifs sont également possibles quand il y a des ajustements ou des manquements au plan de développement des compétences. Et il y a aussi les abondements volontaires ou peut-être supplémentaires, par exemple dans le cadre d'accords collectifs exigés par les OPCO, voilà, où il faut rehausser les sommes des CPF. Donc, les abondements supplémentaires sont possibles. Quelque chose qui est moins connu, je vais prendre le temps d'en parler pendant 2 minutes. Il est possible d'abonder le compte personnel de formation par toutes les associations, tout le secteur associatif et notamment à travers le compte engagement citoyen. Ce compte engagement citoyen, on en parle peu, il est peu connu. C'est par exemple un salarié qui fait du bénévolat en loisir, qui est fortement engagé dans une association, qui atteste qu'il effectue plus de 200 heures par an. Et à ce titre, au moyen d'un compte valideur clairement identifié au sein de l'association, ce salarié pourra se voir transformé ou obtenir une forme de reconnaissance à travers le versement d'une somme équivalente à 200 € par an, chaque année, pour peu que ce soit certifié, validé donc, par un compte valideur au sein de l'association, le président d'une association ou le trésorier par exemple, et ce salarié cumule donc 200 € par an. Voilà un abondement possible. Et enfin, le dernier, sur la gauche, donc l'abondement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, ce qu'on souhaitera moins. Mais sachez que dans ce genre de contexte, la sécurité sociale abonde clairement le CPF du salarié sur des sommes qui peuvent aller jusqu'à 7 500 € en cas de besoin. Ça permet aux salariés de mieux se préparer à l'avenir et surtout de mettre en œuvre clairement un plan de développement des compétences qui va pouvoir l'aider à dépasser l'épreuve qu'il connaît. Voici. On continue, on arrive au plan de développement des... Cécile, oui. Je t'interromps, excuse-moi, on a quelques questions sur le compte personnel de formation. Oui. Peut-être c'est l'occasion justement. Alors, il y a une question très générale sur quel dispositif existe pour les salariés d'une association. Tu me confirmes que tous les dispositifs dont on parle là sont aussi accessibles aux salariés d'une association. Bien sûr. Bien sûr. Merci. Et du coup, voilà, quelques petites questions sur le CPF. Donc, une question qui concerne les alternants.
il est demandé s'ils cumulent aussi du CPF. Normalement, oui, les alternants cumulent du CPF à hauteur de des heures effectuées en entreprise dans le cadre du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. On va les voir. Ça fait partie des dispositifs de financement que je vais aborder par la suite. Ils vont être, je prendrai le temps, hein, je m'attarderai sur les slides. On présentera ces deux contrats de manière plus claire. Merci à toi. Une autre question concernant le CPF, toujours. Si un salarié veut se former pendant son temps de travail, est-ce que l'employeur est obligé d'accepter? Sinon, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut poser des congés, des sans-soldes? Bien sûr. L'entretien professionnel, cet espace-temps dont j'ai beaucoup parlé, ça se négocie. On peut négocier. Hein. J'ai une formation sur le temps de travail. Tout dépend des intérêts convergents. Est-ce que la formation va être utile à l'entreprise? Est-ce qu'elle sera utile aux salariés? Si à un moment donné, les deux parties ont intérêt, par exemple, pour vous, j'observe souvent des situations où les salariés se financent en partie ou obtiennent un cofinancement de l'employeur et se voient attribuer des jours pour suivre cette formation sur le temps de travail, mais ces jours-là seront rémunérés par l'employeur. Alors en général, il s'agit de formations de courte durée. Hein, quand il s'agit, par exemple, de maîtriser, par exemple, les réseaux sociaux, des formations sur les réseaux sociaux, des formations pour faciliter la communication en entreprise, les usages de logiciels de visioconférence, ou encore la bureautique, développer ses connaissances des fonctionnalités d'Excel ou de Word. Et j'observe souvent il y a des marges de négociation qui sont intéressantes. Moi, j'invite bien sûr au dialogue quand c'est possible. Voilà un petit peu ce qu'il est possible de faire sur des formations de courte durée. Si la dame entendait, ou la personne, ou le monsieur qui a posé cette question, voulait aller plus loin sur le temps de travail, j'espère avoir le temps de vous présenter le PTP, qui viendra en fin de diapositive, qui là offre des alternatives tout autres, sur des formations pas de courte durée, mais de durée beaucoup plus longue. Voilà. Merci à toi pour cette réponse. Une dernière petite question sur le CPF avant que tu n'abordes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'autres dispositifs à voir et qu'il est déjà 9h30. Quand tu es en arrêt maladie, est-ce que tu continues à accumuler en fait ton budget CPF? Voilà. Non, pas nécessairement. Alors, pour l'arrêt maladie, il y a une démarche à effectuer auprès de l'URSSAF pour toutes les questions, voilà, de formation. Déjà, hein, il faut baliser les choses. S'il y a des déplacements, des prises en charge, enfin, selon l'état de santé de la personne, voilà, il faudra en informer l'URSSAF. Après, non, durant ce temps-là, effectivement, le CPF n'est pas cumulé. Merci à toi. Merci, Carole. Alors, je continue sur le plan de développement des compétences. Toutes les entreprises et tous les salariés sont absolument concernés par ce plan de développement. L'entreprise a pour obligation également de consulter les représentants du personnel dans le cadre de la politique sociale de l'entreprise. Donc, c'est une mesure légale importante, nécessitant des procédés légaux avérés. Le plan de développement des compétences, il concerne l'ensemble des actions de formation qui existent. N'importe laquelle peut être inscrite
en son sein. Donc, les formations obligatoires, non obligatoires. Qu'est-ce que j'appelle formation obligatoire, non obligatoire? Par exemple, dans le transport logistique, renouveler une FIMO, la question ne se pose pas. Il s'agit de formation obligatoire. Et non obligatoire, c'est toutes les autres. Ça peut être aussi les bilans de compétences. L'entreprise peut clairement participer au cofinancement d'un bilan de compétences pour un ou plusieurs salariés. La VAE, l'action de lutte contre l'illettrisme, donc l'EA, que j'évoquais précédemment. Le plan de développement des compétences de l'entreprise peut concerner aussi la FEST, la formation en situation de travail. On la verra un peu plus tard aussi rapidement, la FEST, qui est en fait du tutorat fortement élaboré, très cadré, avec des actions de pédagogie, d'évaluation sommative et formative importantes, de manière à faire progresser le salarié à l'intérieur de l'entreprise. Les formations peuvent être aujourd'hui en présentiel ou à distance. Ça a été une profonde évolution du secteur de la formation, du développement des compétences ces dernières années, notamment en raison de la crise sanitaire. Le collaborateur, lorsqu'il part en formation dans le cadre du plan de développement des compétences, demeure un salarié. Et enfin, une notification importante. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d'un financement de leur plan par les OPCO dont elles sont adhérentes. Voilà, ça c'est un fait important. La formation en situation de travail donc, que j'évoquais, du tutorat ++, qui a été fortement mis à jour, élaboré depuis 2018, donc avec une implication d'une équipe managériale qui va désigner des tuteurs qui seront formés à cet effet, et des salariés, bien sûr, volontaires, amenés à être formés en situation professionnelle et qui vont traverser tout un parcours pédagogique au cours duquel ils seront régulièrement évalués jusqu'à obtention du niveau de développement de compétences souhaité. Et nous y voilà, le fameux premier contrat en alternance pour les personnes révolues de formation initiale, qui ont donc 16 à 25 ans. Révolus de formation initiale, ça veut dire qu'ils sont sortis du système scolaire et qui, à un moment donné, se retrouvent à devoir élaborer un nouveau plan de développement des compétences. Ça va jusqu'à 30 ans aussi, pour les personnes titulaires d'une obligation de l'emploi. Le contrat de pro, il est valable aussi pour les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, pour tous les bénéficiaires des minima sociaux. Donc, il s'inscrit, ça concerne les formations inscrites au RNCP, donc diplômantes, qualifiantes, mais celles aussi émanant des négociations collectives de branche comme le CQP. Excusez-moi, le contrat de professionnalisation passe très mal. Donc, excusez-moi, il est d'une durée de 6 à 12 mois ou de 24 ou 36 mois en fonction de la formation initiale. Il y aura une étude au préalable qui sera opérée. Les aides par rapport au contrat de professionnalisation, l'OPCO, l'entreprise et les bénéficiaires peuvent obtenir des aides de l'OPCO. Il y aura une grille de rémunération selon l'âge. On peut obtenir aujourd'hui une aide jusqu'à 2 000 €. 5 000 € lorsqu'il s'agit d'un jeune de moins de 18 ans, 8 000 € même pour l'embauche d'un jeune entre 18 et 30 ans. Voilà un petit peu pour les modalités du contrat de professionnalisation. Le contrat d'apprentissage, on n'est pas dans le même esprit. Là, il s'agit de formation initiale pour les jeunes de 16 à 29 ans. Donc, les CFA vont être mobilisés. Le contrat d'apprentissage aussi, récemment, il concerne les sportifs, les athlètes de haut niveau, qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent se reconvertir, intégrer rapidement le marché du travail, qui doivent changer de carrière. Donc, les formations, c'est effectivement tous les diplômes professionnels de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur. Les BTS en 2 ans sont tout à fait possibles. Les titres enregistrés au RNCP, donc comme je le disais.
on est sur la même catégorie d'aide que pour le contrat pro, le contrat de professionnalisation. La rémunération est déterminée par l'âge. Aide de 5 000 € pour l'embauche d'un jeune de moins de 18 ans, une aide de 8 000 € pour l'embauche d'un jeune entre 18 ans et plus de 30 ans. On est souvent sollicité aussi dans le cadre du CEP sur ces contrats. Ça fait partie des pistes qu'on étudie de manière assez régulièrement. Le Pro A ou la Pro A, c'est la promotion par alternance. Ça a été aussi une grande nouveauté de la loi de 2018, où là, l'entreprise va se voir la possibilité d'être soutenue dans le financement de parcours internes, d'évolution interne. Par exemple, un nouveau poste est créé, est identifié, et il s'agit d'amener, par exemple, une assistante administrative sur un poste de contrôle de gestion. On identifie, par exemple, une licence professionnelle dans une université quelconque, et à condition que cette assistante administrative ait un niveau de qualification inférieur à celui d'une licence, celle-ci va se voir permettre un démarrage de ce nouveau poste avec, par exemple, une alternance convenue avec un centre de formation dans le bassin de l'emploi dans lequel l'entreprise se situe, avec, par exemple, 1 semaine en entreprise, 3 semaines sur le poste, et petit à petit, l'ancienne assistante administrative va évoluer sur le contrôle de gestion, et on espère pour elle qu'elle validera sa licence professionnelle audit de gestion et qu'elle sera en mesure d'apporter le niveau de compétence requis par l'entreprise. Donc, je rappelle, ce dispositif est intéressant et est valable pour tous les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau de licence. Voilà pour la ProA, le projet de transition professionnelle. Donc, le dispositif aujourd'hui le plus sécurisant à la main du salarié, où le salarié, en général, optera pour une reconversion professionnelle et le financement de son entreprise, et le financement de sa formation qui le conduira à cette reconversion. Et si ça se passe par une demande de prise en charge financière à une commission, cette commission va examiner le projet de reconversion de la personne, du salarié obligatoirement en CDI depuis au moins 2 ans ou en CDD, mais qui compte au moins 24 mois d'ancienneté mis bout à bout pour être éligible. Et si la commission estime que le projet de reconversion du salarié est suffisamment solide, si X raisons, si les fonds sont suffisants, etc., des fonds alimentés par l'État, à ce moment-là, la commission prendra en charge la formation, engagera le CPF du salarié sur le financement des coûts pédagogiques de la formation. Par exemple, un cadre commercial qui souhaite devenir boulanger, qui doit financer son CAP boulanger, on avoisine entre 6 000 7 000 € un CAP, la personne compte 2 000 € de CPF, la personne engagera son CPF et la commission en question, à savoir Transition Propaca, complétera les 5 000 € restants. La personne part en formation jusqu'à son diplôme et chaque mois, elle percevra l'équivalent de son salaire de référence ou 90% de son salaire de référence. Voilà un petit peu le PTP. Le PTP, ça ne se négocie pas dans un entretien professionnel. C'est un dispositif qui est à disposition du salarié et qui concerne entièrement son choix de reconversion. Transition collective. Un très bel outil RH qui rencontre un succès significatif actuellement. C'est une invention récente qui date de l'année dernière, proposée par l'État, Elisabeth Borne, alors qu'elle était ministre du Travail jusqu'à maintenant,
pour toutes les entreprises qui doivent faire face à des mutations sectorielles ou une baisse éventuelle de leur activité. Celles aussi qui sont confrontées à des besoins de recrutement sur des métiers porteurs. Alors, transition collective, magnifique outil RH. Par exemple, il s'agit effectivement, à un moment donné, dans le cadre de restructuration, de proposer à un salarié, le manager, l'entreprise, à l'alternative, si elle le souhaite, de proposer au salarié le travail d'un projet de reconversion professionnelle qui va se faire à travers l'accompagnement d'un CEP. On a assez souvent ce genre de demande, on est assez souvent sollicité sur ce dispositif-là. Nous allons accompagner le salarié dans son projet de reconversion et ce dernier va échafauder un plan de développement des compétences, une formation, va identifier une formation certifiante et qui sera, si c'est validé par une commission, prise en charge intégralement par l'État. Donc ça, c'est tout à la décharge de l'entreprise, ça offre une alternative intéressante pour tous les salariés volontaires de l'entreprise. Cette formation, elle peut aller jusqu'à 24 mois ou 2400 heures pour se reconvertir sur un métier porteur. Et il y a quand même plus de 219 métiers très porteurs en PACA. Voilà, il y a des réflexions intéressantes à mener en ce sens. On arrive à quels autres outils? Il me reste 4 minutes pour évoquer avec vous la mesure phare qui représente essentiellement l'orientation. Depuis, le bilan de compétences est né dans les années 2000. Aujourd'hui, le bilan de compétences, c'est 24 heures, selon le dernier décret officiel. Des entretiens de face à face, très souvent, ça va jusqu'à 14 heures, 16 heures d'entretien face à face, 8 heures d'autonomie. Il se compose d'une phase préliminaire, d'une phase d'investigation, d'une phase de conclusion. Il dure sur 2 à 3 mois de manière générale. Et ce bilan de compétences reste encore une fois la mesure phare pour le salarié qui souhaite se faire un point à un moment donné sur ses compétences, repartir dans une autre direction, se reconvertir ou tout simplement évoluer dans l'entreprise. Donc le bilan de compétences, il fait bien sûr partie des actions finançables par le CPF, mais il est également souvent demandé par les entreprises, proposé par les entreprises. On continue un mot sur la validation des acquis de l'expérience. Aujourd'hui, en France, il est possible de valider une grande majorité de diplômes par la validation des acquis. C'est en fait un point, un salarié qui atteste, qui occupe une fonction dans une entreprise, qui réalise en fait, qu'il effectue au quotidien un travail depuis un certain nombre d'années, au moins 1 an, une fonction de manager, qui va identifier par exemple le diplôme, qui reconnaît officiellement ses compétences de manager. Et à ce moment-là, le salarié, pour peu que le bon diplôme ait été identifié, que les compétences du salarié correspondent à peu près à 80% du référentiel d'activité de ce diplôme, ce dernier va pouvoir s'engager dans une démarche certifiante. Il y aura un premier livret 1, la validation de l'organisme certificateur. On déposera ensuite une demande de recevabilité officielle. L'analyse de l'expérience sera menée, souvent accompagnée par des experts qui vont aider la personne à faire le point sur son expérience, jusqu'à ce que la personne soit prête et présente son dossier VAE devant un jury qui procédera à la validation totale, partielle, ou le cas échéant ne procédera pas à la validation. Voilà un petit peu pour la VAE. Cléa, j'ai encore un petit peu de temps pour Cléa, il me reste 1 minute. Cléa,
Encore une fois, c'est la possibilité pour les salariés en entreprise qui n'ont pas de certification professionnelle, qui vont être à un moment donné confrontés aux aléas du marché du travail. C'est la possibilité en France de reconnaître leurs compétences en savoir de base, les communications en français, les règles de calcul, les règles d'usage du numérique, l'aptitude à travailler en équipe, etc., etc. C'est un diplôme très intéressant pour les personnes qui, à un moment donné, n'ont pu être scolarisées et qui s'avèrent être des éléments importants de l'entreprise. Voilà. Cécile, peut-être avant que tu passes au conseil en évolution professionnelle, on a quelques questions sur les dispositifs, si tu es d'accord. Mais bien sûr, Carole. Alors, en fait, par rapport je pense que c'est en lien avec le plan de développement des compétences, mais de manière plus générale, quand un employeur souhaite faire une formation non obligatoire à ses employés, est-ce que c'est quelque chose qu'il peut imposer? Et que se passe-t-il si le salarié refuse? Que se passe-t-il si le salarié refuse? Il s'agit de négocier. Sachant que ça concerne des formations qui ne seraient pas obligatoires, hein, donc pour les formations non obligatoires. Oui. Normalement, le CPF appartient à la main du salarié. Hein. Alors là, ce n'est pas forcément sur le CPF, hein, c'est de façon générale. C'est de façon générale. Il s'agit à un moment donné de trouver une concertation, trouver un point de convergence, un point d'accord. Si effectivement la formation a été évaluée, non obligatoire, a été évaluée dans le cadre du plan de développement des compétences comme nécessaire à l'entreprise, comme étant lui permettant de faire face aux aléas de son marché économique, d'utiliser ces formations non obligatoires comme levier de performance, ça fera partie à un moment donné du rôle du salarié de suivre ces formations. Effectivement, alors qu'il soit d'accord, qu'il le souhaite ou qu'il ne souhaite pas, à partir du moment où il n'engage pas son CPF, on a envie de dire que ça fait partie de la vie de son entreprise auquel il adhère, auquel il participe. Tout ça est très délicat. Il s'agit de négociations, il s'agit de relations sociales, avec des liens de subordination évidents. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de venir prendre du recul dans un bureau avec un CEP et de manière à tenir conseil ensemble, qu'on puisse poser plusieurs scénarios et qu'on évalue ceux qui vont être le plus éclairants pour le salarié et lui permettre de vivre le parcours le plus harmonieux possible pour la suite. Voilà. Merci. Deux petites questions autres concernant, si tu peux repréciser la différence entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage s'adresse directement aux jeunes qui sont en formation initiale. Hein, c'est des jeunes à partir de 16 ans jusqu'à 30 ans qui vont pouvoir suivre enclencher, donc bénéficier du suivi de formation au sein d'un CFA, tout l'appareil des CFA, des centres de formation en apprentissage. La différence, il y a une différence avec le contrat de professionnalisation dans la mesure où là, le contrat de professionnalisation, il va concerner des personnes qui ont rompu avec leur formation initiale, qui sont sorties du système scolaire et qui ont eu un temps de travail et qui, à un moment donné, se retrouvent face à la nécessité de devoir développer leurs compétences pour s'assurer une stabilité professionnelle par la suite. Et ceux-là vont pouvoir, pour peu qu'ils soient dans la limite d'âge, vont pouvoir enclencher le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation, il s'adresse également, différemment du contrat d'apprentissage, à tous les demandeurs d'emploi. Donc, sans limite d'âge à ce niveau-là. Voilà pour les deux principales différences entre le contrat pro et le contrat d'apprentissage. Merci à toi.
Et une question sur le bilan de compétences. Tu as dû dire que ça devait durer 24 heures, ou peut-être c'est la personne qui le précise. Mais la question, est-ce qu'on peut mobiliser un bilan de compétences plusieurs fois dans sa vie? En fait, comment ça se passe? Mais bien sûr, bien sûr qu'on peut mobiliser un bilan de compétences plusieurs fois dans sa vie. Ça dépendra à un moment donné les aspirations de chacun, le vécu de chacun, comment elle se situe dans son travail à une période de sa vie. Le bilan de compétences, c'est vraiment un temps pour soi, pour se poser, se remettre face à un professionnel qui va être un guide, qui va apporter à un moment donné des outils sur lesquels la personne va pouvoir rebondir, va pouvoir s'approprier ces outils. Mon expérience me fait vous préciser à tous qu'un bilan de compétences, l'issue, c'est de voir clairement en soi sur ce qu'on sait faire, sur la voie professionnelle qu'on souhaite prendre par la suite, et l'écart, si écart en compétences il y a, du coup, quelle formation je vais pouvoir suivre, hein. Et ce plan d'action-là, c'est le but du bilan de compétences. Il figure à sur toutes les synthèses de fin de bilan et va permettre aux salariés de mettre en œuvre ces démarches par la suite. J'observe, si je peux me permettre, à tous un bilan de compétences, ne l'oubliez pas. Ça demande une implication, beaucoup d'énergie de la part du salarié. Si le bilan de compétences est entamé, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, est entamé par le salarié de manière à attendre un petit peu des tests psychométriques et du conseiller bilan qui va l'accompagner, le miracle, je sais ce que je veux faire, ce sera un peu compliqué. Le bilan ne sera pas porteur de tous les bénéfices que vous pourrez en retirer. Le bilan va vous demander beaucoup d'implication, beaucoup d'énergie. Voilà, je me suis permis d'insister sur ce point parce que nous, les CEP, on observe souvent des réticences à suivre un bilan de compétences, des constats un petit peu mitigés. Il faut investir un bilan de compétences. C'est 24 heures, mais qui doivent être vécues de la façon la plus intensive qu'il soit, avec des outils de professionnels restitués par des professionnels. Là, j'insiste dessus. Merci Cécile. Mais de rien, Carole. Merci à Alban Dugas pour avoir mis à jour mes connaissances sur le CEP. Merci beaucoup, Alban. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux continuer sur le CEP, le conseil en évolution professionnelle? Tout à fait. Voilà, alors tout ce que je viens de dire, et j'espère avoir été claire, c'était une gageure que de vous présenter tous les dispositifs mobilisables aujourd'hui qui ont été créés, élaborés depuis 2018. Mais sachez que tout ce que je viens de dire, de toute façon, c'est le mieux est de venir nous voir, hein. Dans nos bureaux, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, s'est adapté à toutes les situations du salarié. On reçoit aussi bien en présentiel, mais on pratique aussi très bien la webcam, en distanciel, le téléphone, hein, pour les personnes qui ont des difficultés avec l'informatique. C'est dans cette intimité de la relation qu'on sera en mesure de vous délivrer les meilleurs conseils, qu'on sera en mesure de comprendre vraiment votre situation et du coup de personnaliser notre conseil en toute confidentialité, en toute gratuité, en toute neutralité. Qu'est-ce que c'est la neutralité? C'est l'apanage d'une personne affiliée à la fonction publique. C'est-à-dire on n'a aucun intérêt, hein, dans les conseils, les centres de formation qu'on cherche ensemble, qu'on identifie ensemble, etc. On sera impartial parce que oui, mesdames, messieurs, lorsqu'on a un projet d'évolution professionnelle,
quand on commence à réfléchir à une reconversion ou autre, personne, et surtout pas un conseiller en évolution professionnelle, n'a le droit à un moment donné de juger votre projet. S'il vous plaît, soyez-en certains. Nous, on sera là, au contraire, pour vous aider à co-construire, d'aller le plus loin possible. Et à un moment donné, si une piste de projet s'invalide, c'est pour mieux en valider une autre. Je pense que c'est de cette manière que nous travaillons, en tout cas, c'est de cette manière que nous sommes formés sur le CEP. On se destine à l'ensemble des salariés. Le réseau CIEVA, porté par le CIBC Alpes-Provence en PACA, s'adresse à tous les salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants. L'APEC sera spécialisée sur les salariés cadres. Pôle emploi va prendre en compte les demandes des demandeurs d'emploi, mission locale, les moins de 26 ans, et Cap Emploi, les personnes en situation de handicap. Encore une fois, pour vous synthétiser, notre objectif à nous, les CEP, c'est de répondre à toutes les problématiques qui traversent votre quotidien professionnel. Vous l'aurez compris, ça va concerner votre évolution professionnelle, le développement des compétences, la reconversion. Mais on est extrêmement sollicité sur les demandes de création d'entreprises. On est extrêmement sollicité sur, par exemple, des états de santé au travail, mais encore de droit au travail. Il nous arrive régulièrement, parfois un salarié vient nous voir, voilà, Madame Torgue, j'aspire à ça, ça va pas du tout, etc. Et en fait, on se rend compte que la personne adore son métier, c'est juste à un moment donné l'environnement, la période dans laquelle il est qui ne convient pas. Donc, on observe, on part à la recherche d'une autre entreprise. Donc, je travaille sur des CV, on procède à des véritables recherches d'emploi. Voilà, pour vous donner un petit exemple de ce que je vis au quotidien dans mon bureau. Voilà, donc n'hésitez pas, encore une fois, pour finaliser, approfondir tous les thèmes que j'ai abordés au cours de ce webinaire. N'hésitez pas à nous solliciter via notre site, donc sur www.moncep.org et en faisant notamment le 09 72 01 02 03. 09 72 01 02 03. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à toi, Cécile. Il nous reste 2 petites minutes s'il y a des personnes qui ont encore quelques questions. A priori, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions complémentaires. Les gens te remercient en tout cas pour la clarté et la précision. Merci à vous. Et bien, dans ces cas-là, je vous propose que l'on se quitte et puis on vous souhaite une très, très belle journée puis un très bon début de semaine. Merci, au revoir. Au revoir.